C'est le livre de votre vie, Éric Orsena. C'est ce que vous dites, le livre de votre vie. Le voilà, vous, de l'Académie française. Vous, le voyageur, écrivain passionné, l'aventurier des livres, de la littérature et l'aventurier tout court. Les fleuves, comment les fleuves vous passionnent à ce point-là? Parce que tout petit, mes parents avaient une maison de famille qui était au bord de l'eau. Donc j'ai commencé à un tout petit peu naviguer sur l'eau. Et puis quand j'allais en Bretagne, dans l'archipel de Bréhat, il y a des courants qui sont des courants marins, qui sont des sortes des fleuves au milieu de la mer. Donc je me disais, tiens, la vie c'est des fleuves. Et je me disais, le temps qui passe, c'est un fleuve, et la vie sera un fleuve. Donc il faut que je sois dans cette vie et dans ces fleuves. Oui. Non, mais vous courez, quand vous arrivez dans une ville, vous dites, oh, s'il n'y a pas de fleuve, la ville est orpheline, j'ai besoin d'aller voir le fleuve. C'est son histoire. Ça vient de la source, et puis ça ira après jusqu'à l'embouchure. Donc j'ai envie que, voilà, je pense que le fleuve raconte le passé, raconte le futur. Rien n'est plus beau pour moi qu'un fleuve, et rien ne m'effraie plus que les menaces qui frappent les fleuves. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire, à un moment donné, ce voyage au pays de 33 fleuves. Les plus grands, l'Amazone, le Mékong, le Nil, et puis les plus petits, chez moi en Bretagne, le Trieux, 72 km. C'est une aventure incroyable. Hein. Oui, vous le disiez, La Terre a soif, c'est le titre du livre qui est publié chez Fayard. C'est un voyage absolument fantastique, Éric. Et au fond, oui, la peur de se dire tout ça est menacé. Alors, vous savez, il y a 15 ans, j'avais fait déjà un premier reportage sur la première des matières premières qui s'appelle l'eau. Donc, je l'avais appelé « L'avenir de l'eau ». Et quand je suis revenu, quand j'ai publié le livre, on m'a dit, écoutez, c'est intéressant, mais avouez que c'est exotique. Jamais, nous, en France, nous serons touchés par ce terrible manque, le manque d'eau. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe maintenant. Donc, ce qui était prévisible. Et donc, ça m'intéresse encore une fois, parce que c'est entre les émerveillements et puis l'effroi. Ouais. Et donc, j'ai voulu mener cette enquête. Et alors, l'intérêt, c'est que l'eau, c'est une matière. Encore une fois, la première des matières qui est essentielle à la vie, mais ce n'est qu'une matière. Alors que chaque fleuve est un personnage. Et moi, je suis un romancier aussi, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte des personnages. Et alors, chaque fleuve, c'est une histoire particulière. Et c'est une histoire qui, elle-même, est la source de toutes les histoires. Les religions, elles viennent d'où? Des fleuves. Les religions, elles viennent du Gange, les religions, elles viennent du Tigre, de l'Euphrate, les religions, elles viennent du Tibre, voilà, à côté de Rome, enfin, qui traverse Rome. Vous voyez, donc, on est au cœur de la vie. Et moi, je suis un fou de vie. Oui. Un fou de vie, la vie avec un grand V, mais aussi les petites vies, donc toutes les histoires. Donc je suis venu avec les yeux pleins de beauté et d'effroi, et en même temps des oreilles. Donc j'ai entendu ce peu que racontaient les fleuves, parce que chaque fleuve raconte, tendez l'oreille, chaque fleuve dit « il était une fois ». Oui, c'est une incroyable aventure. Ça commence même, vous racontez, l'été dernier, on a vu cette chaleur, on a vu ces cours d'eau diminuer. Mais quand vous imaginez que vous pouviez passer à pied presque sec la Loire à Tours, imaginez ça, qu'on puisse passer ça, que le Rhin à Cologne, on peut aussi passer quasiment à pied sec. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'eau à certains moments. Et alors il y a quelque chose qui me frappe, c'est qu'au fond, il n'y a plus de climat tempéré. C'est-à-dire, on pensait qu'il y avait une partie du monde qui était de la douceur. Non, c'est au fond un peu comme dans nos sociétés. Vous savez, il y a de moins en moins de classes moyennes. C'est ce qui donne la violence aujourd'hui. Il y a des plus en plus riches et de plus en plus pauvres. Eh bien, c'est exactement comme ça. Il y a des régions du monde qui ont de plus en plus d'eau et puis d'autres qui n'ont plus du tout d'eau. Et même celles qui n'ont plus du tout d'eau, à un moment donné, elles peuvent subir des orages, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de douceur. Il n'y a plus de climat tempéré. Et vous voyez, c'est ça ce que j'ai envie de raconter. Et tout ça étant lié à ce qu'on appelait le dérèglement climatique, auquel, évidemment, les activités humaines ont une part importante. Donc, c'est ce que j'ai voulu raconter, mais pas en essai, parce que je suis incapable, moi, de faire des essais. Je ne suis pas ingénieur, je suis un raconteur. Je suis un conteur émerveillé ou terrifié. Oui, alors évidemment, vous parlez de tous ces fleuves, hein. Le géant amazonien, vous nous parlez de Panama, le Sénégal, le Niger. Panama, ce qui est intéressant, parce qu'a priori, pourquoi Panama? Parce qu'on dit Panama, c'est un canal. Mais pas du tout, si on voit ce que c'est que Panama. C'est un double fleuve. Parce qu'il se jette, il se jette deux fois dans deux mers. C'est-à-dire qu'on dit océan faussement, parce qu'il y a un seul océan et des mers. Mais il va vers l'Atlantique, d'un côté, et de l'autre côté, il va le Pacifique. Et pourquoi?
Les Français, les Seps, ils ont voulu creuser, mais ça marche pas. C'est en fait monter vers un lac artificiel, le Gatun, et redescendre du lac artificiel. Donc j'ai voulu raconter ça. Donc Panama, passer du Pacifique à l'Atlantique en bateau, un petit bateau, et vous êtes dominé par des gigantesques bateaux qui peuvent porter 30 000 boîtes. Vous imaginez ce que c'est? Les containers. Et vous êtes là comme ça, vous regardez. C'est complètement inouï. Vous allez dans le Paraná. Le Paraná, c'est quand même un endroit incroyable qui n'est pas du tout connu et qui est ce fleuve immense qui longe, qui part du Brésil, qui est alimenté par les fleuves qui viennent des Andes, mais qui surtout est la grande autoroute fluviale de l'Argentine, donc du soja. Et de la cocaïne, Oui. Sous le soja, la cocaïne. Donc vous voyez, c'est pour ça que j'ai accepté, mais avec honneur et bonheur, de donner des cours de géopolitique à l'école de guerre. Vous imaginez? Regardez le Nil. Regardez le Nil. On a tous appris que l'Égypte est don du Nil. Or, 80% du débit du Nil vient de ce qu'on appelle le Nil bleu, qui vient des hautes montagnes d'Éthiopie. Et l'Éthiopie n'a jamais eu le droit de prélever plus de 10 à 15% du débit du Nil. Mais l'Éthiopie, maintenant, a 105 millions d'habitants, si l'Égypte en a 90, 95 millions. Donc si jamais l'Égypte décide de bombarder le barrage que les Éthiopiens ont construit à la frontière du Soudan, il y aura une guerre terrible. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que l'Éthiopie accueille maintenant énormément d'entreprises chinoises qui ont choisi ce pays pour délocaliser les productions parce que les salaires... Vous voyez, Oui. c'est toutes ces histoires. C'est incroyable. Je suis un raconteur, Oui. vous comprenez, concret. Non, mais Et devant les militaires, Oui. c'est pour ça, mais devant plein d'autres gens, je vais à la fois. C'est ça ce qui m'amuse, vous voyez, je vais en classe de CP pour leur dire prenez soin de votre rivière jusqu'à l'école de guerre. Oui, prenez soin de votre rivière. Prenez soin parce que vous comprenez, l'eau, encore une fois, c'est une matière dont vous pouvez dire intellectuellement, il faut voilà, la prélever, la préserver, etc. Mais la rivière, c'est un être vivant. C'est aussi intéressant de prendre soin de sa rivière que de prendre soin de son chat. Et on voit des vues absolument magnifiques qui nous accompagnent, vous comprenez? Donc, et c'est des histoires, encore une fois, et chaque parcours d'un fleuve est singulier. Chaque parcours. Donc, ils sont membres de ma famille. Quand je raconte ces 33 rivières et fleuves, c'est 33 membres de ma famille. J'ai une partie de ma famille brésilienne, vous comprenez? Quand j'étais en Amazonie, je disais, tiens, ben voilà, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère. Donc j'entendais, avec les deux moments, hein, juste avant Manaus, là, les deux, le Rio Solimões et le Rio Negro, qui se retrouvent avec les dauphins aveugles qui sont juste à la confluence. Enfin, si vous voulez, c'est merveilleux, quoi. C'est Et merveilleux. fragile, Oui, oui, infiniment parce que là, fragile. vous le dites, on revient là-dessus, mais Éric, racontez comment 80% des détritus chimiques, de tous les détritus sont jetés dans ces fleuves. Alors regardez, moi je suis passionné d'eau, qu'elle soit douce ou salée, bien. Et on se dit, ah, il y a un grand continent de plastique au milieu des mers, au milieu de l'océan. Mais tant ils viennent nous. Comme s'il y avait une sorte de génération spontanée qui pouvait faire monter comme ça le plastique. Pas du tout. C'est nous qui sommes responsables. C'est nous qui jetons ces saloperies dans les fleuves et les fleuves vont dans les océans. Donc la santé de l'océan, c'est la santé des rivières. Donc ça dépend complètement de nous. Et il y a la formidable fondation Tara qui prélève, vous savez, à toutes les embouchures. J'ai participé une fois à un prélèvement, c'est incroyable. Il y a des plastiques partout à toutes les embouchures. Donc ces plastiques, ces morceaux de plastique, très vite imperceptibles, vont rentrer dans les chaînes alimentaires. Et ça dépend que de nous. D'où, avec la Fondation Tara, nous avons fait signer des chartes avec les maires en disant non, nous allons cesser de rejeter ces saloperies de plastique dans les fleuves, vous comprenez? Ouais. C'est ça, cette idée. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tout ça est lié, vous comprenez? Tout ça est religieux au sens étymologique, pas avec le Dieu, je ne sais pas, mais tout ça est lié. Il se trouve que à l'Académie française, je suis au fauteuil de Pasteur. Et à Pasteur, et je suis l'honneur immense d'être devenu ambassadeur de Pasteur. Et alors, avec le professeur Fontanet, on a précisé la notion de une santé. Et on l'a vu pendant la pandémie, il y a une seule santé. Les frontières, ça ne marche pas. Et donc, si l'environnement va mal, le monde végétal ira mal, forcément. Le monde animal ira mal, dont nous, les humains, qui faisons
partie du monde animal. C'est cette grande unité du monde, vous voyez, qu'il faut sauver, évidemment. Rien n'est plus idiot, n'a moins de sens que cette idée, sauvons la planète. Et la planète s'en fout. C'est nous qu'il faut sauver. Et pourquoi et comment est-ce qu'on pourrait d'abord nous sauver? Sauvons ces veines et ces artères que sont les fleuves. Ouais, c'est ça. C'est finalement une vie. Parce que vous dites, au fond, c'est les pluies qui alimentent tout ce chemin. Et à la fois, c'est le temps qui passe. C'est beau, parce qu'il y a derrière toutes les images poétiques que vous donnez, évidemment, Éric, et qui nous touchent. Parce qu'on a l'impression, oui, que c'est un organe vivant. C'est pour ça que, pour comprendre un fleuve, il faut qu'il y ait tous les savoirs réunis. Évidemment, les ingénieurs, les géologues, les climatologues, etc. Mais les historiens de la religion, évidemment, puisque toutes les religions sont nées des fleuves. Le Gange, où il y a la déesse qui tombe comme ça, avec ses cheveux qui tombent, et il faut qu'elle tombe pas trop violemment, parce qu'autrement elle va détruire la terre. Donc ça, et puis partout dans le Coran, aussi, regardez le Jourdain, Saint Jean-Baptiste, c'est vraiment ça. J'ai été à l'endroit où était Saint Jean-Baptiste. J'ai un projet de raconter le Jourdain avec... un père dominicain magnifique, qui s'appelle Jean-Jacques Pérennes, et qui est, imaginé, directeur de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Imaginez qu'on va partir tous les deux, et le lac de Tibériade, on va aller commencer par les plateaux hauts, là, à la frontière de la Syrie, on va descendre comme ça. Vous voyez, donc, c'est nous, parce que nous, vous et moi, chacun, on a 75% d'eau. Et à l'intérieur de nous-mêmes, il y a des fleuves. Il y a le fleuve il y a les artères. Il y a évidemment les veines. Et je suis en train d'écrire avec ma femme qui est médecin vasculaire le livre de ces fleuves qui coulent en nous. Comprenez, c'est ça, c'est pareil. C'est pareil. Et puis il y a le liquide céphalorachidien, et puis il y a la lymphe. Non, nous sommes liquides. Notre apparence est peut-être solide, mais en fait, nous sommes liquides. C'est ça ce que j'essaye de raconter. Ouais. Si je vous dis le Trieux, le Trieux, qu'est-ce que vous dites? Parce que là, c'est votre enfance. C'est mon enfance. Ouais. C'est le petit fleuve de 72 km qui part un peu à hauteur de Guingamp, en Côte d'Armor, et qui va jusqu'à l'embouchure de Bréal, et la Bois, tout ça. C'est là un des endroits où j'ai navigué, parce qu'il y a des courants assez violents, bien sûr, et puis il y a des sautes de vent. Donc je me suis renversé combien de fois? Et puis je voulais qu'on lui rende hommage. Et j'ai des personnages merveilleux, dont Guy Prigent, qui est l'ethnologue de toutes ces cultures de l'estuaire, de tous ces gens qui élevaient des huîtres et puis pêchaient et qui partaient au loin avec l'Ogivie. Et puis évidemment il y a eu des peintres, parce qu'il y a des lumières inouïes. Signac était là, comprenez, donc, parce qu'il y a des lumières changeantes toujours. Vous savez, moi j'étais petit Parisien, et donc je passais 3 mois en Bretagne chaque année. Et à Paris, je voyais même pas les saisons passer. De temps en temps, sur le trottoir, je voyais une feuille qui était tombée. Mais quand j'arrivais là, c'est un mouvement. Chez nous, en Bretagne, il peut y avoir 10 mètres d'écart entre marée haute et marée basse. Donc je me disais, voilà, c'est l'instable, c'est le fragile. Je me disais, mais peut-être la marée va jamais remonter, ou peut-être elle ne va pas descendre. Comprenez? C'est cette plongée du petit Parisien. La nature m'est arrivée par les fleuves. Ouais. Et la terre a soif. Et vous avez soif de la terre et des fleuves. Ce qui, pour être très franc, ne m'empêche pas d'être membre de l'Académie du vin de France et même du bureau de l'Académie du vin de France, ce qui me permet de participer au voyage d'études, si vous voyez ce que je veux dire. Merci Éric Orsena. La terre a soif, publié chez Fayard. C'est cette aventure incroyable, ce conteur incroyable qu'est Éric Orsena. Merci beaucoup Éric.